Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. On est de retour pour alors deux entretiens comme on le fait régulièrement. Le premier autour de l'actualité européenne, internationale, avec Jean-Dominique Giuliani, le président de la Fondation Robert Schuman. Il est venu avec une avant-première d'ailleurs. Rapport Schuman sur l'Europe 2022, l'état de l'Union. Et justement, on va parler de l'état de l'Union et puis de l'ensemble de ces projets qui fleurissent. À nouveau, à chaque printemps d'ailleurs, hein, ça doit être corrélé quand même avec l'anniversaire de la fameuse déclaration Schuman, mais on va reparler de tout ça, la citoyenneté européenne, enfin bref. Et puis la Russie, l'Ukraine, Jean-Dominique connaît ça bien, donc puis surtout il a une certaine liberté de parole. Et puis ensuite, alors Jérôme Matisse, il vient nous voir régulièrement, il se trouve qu'il a écrit un bouquin absolument passionnant qui s'appelle « Combien vaut une vie ?» Le prix d'une vie, c'est une enquête. Alors c'est un petit peu comme Thomas Philippon l'avait fait aussi. C'est des économistes qui se mettent à faire des enquêtes quasi journalistiques. Je trouve ça formidable. Face à ce qui est une forme de tabou. Enfin, la thèse de Jérôme, elle est simple. Hein. Oui, une vie a un prix économique. Et oui, il faut évaluer ce prix pour prendre des décisions, notamment assez simplement des décisions d'équipement rationnelles. Voilà. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous êtes obligé, peut-être, on lui posera la question, de dire que la vie, j'en sais rien, moi, d'un chômeur vaut moins que celle d'un banquier. Sacrée question. On parle de tout ça, c'est Bismart. Et donc, on démarre avec Jean-Dominique Giuliani. Bonjour Jean-Dominique, président donc de la Fondation Robert Schuman. Alors, on va y aller petit à petit. La première des choses quand même, j'ai appelé ça Europe sans frontières. La première des choses, c'est l'idée. Je raconte très vite, mais il se trouve qu'il y a évidemment énormément d'entrepreneurs qui viennent nous voir ici sur Bismart. Il se trouve que l'un d'entre eux, Leonidas Kalogeropoulos, s'est investi, mais vraiment de manière très intense, autour du soutien, autant que faire se peut, à l'Ukraine, à la résistance ukrainienne, et qu'il a développé ce concept, enfin... Voilà. C'est un entrepreneur, hein, il faut toujours qu'il fasse des choses et puis qu'il essaye de créer des process de citoyenneté européenne, en disant en gros, c'est beaucoup trop long l'ensemble des procédures imposées à l'Ukraine, et donc nous en tant que citoyens, nous allons à travers toute l'Europe signer une sorte de déclaration commune pour dire oui, affirmer que les Ukrainiens sont européens, etc. Et puis donc, il a été d'une certaine manière rattrapé, c'est pour ça que ça m'intéressait, par Emmanuel Macron, avec cette idée donc d'une communauté politique européenne. Et évidemment, je voulais savoir ce que tu pensais de ce sujet. L'idée étant une intégration rapide. Alors, je ne sais pas s'il a été aussi précis, et non, il n'a pas été aussi précis que Mario Draghi, qui lui, alors, a parlé de l'ensemble de ceux, il a parlé des Balkans, il a parlé du Kosovo, l'ensemble de ceux qui auraient envie d'intégrer l'ensemble européen. Et disait Mario Draghi, s'il faut pour cela modifier les traités, allons-y avec courage. Oui, mais je pense que c'est enfin un vrai et bon débat sur l'élargissement qui jusqu'ici était un peu mécanique. L'Union européenne est très attirante. Elle fait rêver à l'extérieur, parfois désespérer à l'intérieur, à tort à mon avis, hein, mais elle fait vraiment rêver parce que le modèle social, de solidarité, de respect des identités, finalement est assez unique dans le monde d'aujourd'hui. Donc elle attire. Elle attire, et son intérêt, c'est d'attirer. Jusqu'à maintenant, elle attirait par ses avantages économiques. Et on négligeait un peu l'aspect populaire, d'abord, citoyen, et même l'aspect politique et international. Je prends un exemple. Dans les Balkans, il est clair que l'Albanie ou même la Serbie n'ont pas des économies capables aujourd'hui de supporter le grand marché unique, très compétitif, avec des règles modernes, etc. En revanche, ils se sentent européens. Pareil pour les Ukrainiens. Le niveau de l'économie ukrainienne, je ne parle même pas de l'état de droit, n'est pas celui que nous avons chez nous au sein de l'Union européenne. En revanche, ils manifestent la volonté quasi unanime d'être européens, y compris ceux qui parlent russe. Et donc, il faut leur offrir quelque chose. Alors, Mitterrand avait imaginé dans un autre temps une grande communauté dans laquelle il mettait la Russie. Il n'en est plus question, hélas pour la Russie. Et Macron reprend l'idée en disant il faut une sorte de signal politique montrant que oui, vous êtes européen. Alors j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je trouve qu'il a raison. Je trouve que Mario Draghi a raison aussi. Il faut stabiliser notre environnement, c'est notre intérêt. Mais je pense que c'est assez difficile. On peut y arriver.
La chose qu'il faut offrir, c'est la garantie de sécurité. Il faut offrir à l'Ukraine, il faut offrir aux Balkans, qu'ils seront garantis par nous de leur sécurité et qui seront garantis contre la Russie, contre d'autres. Alors là, c'est un geste qui, à mon avis, dépasse de beaucoup la simple adhésion à un marché oui, mais comment tu unique. articules ça avec l'OTAN ? Eh ben, avec un traité de sécurité de l'Union européenne, puis c'est tout, au sein de l'OTAN. Qui n'existe pas aujourd'hui. Il Non. n'y a pas de solidarité militaire automatique entre les différents membres de l'Union européenne. Ah si, Si. il y a un article qui s'appelle l'article 42.7 des traités européens qui est beaucoup plus clair que l'article 5 de l'OTAN. Seulement, on n'est pas sûr qu'il fonctionne parce que d'abord, il a été activé qu'une fois, quand la France a été soumise à des attentats terroristes. Elle a invoqué l'article et aussitôt tous les États membres ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Les Allemands ont envoyé des troupes au Liban pour qu'on puisse rapatrier nos troupes. Les Danois nous ont prêté des avions pour transporter nos militaires. Et si c'est ça, pourquoi est-ce que la Suède et la Finlande intègrent l'OTAN? Ils ont cet article 42.7 ? Oui, parce qu'ils n'ont pas l'assurance que, par exemple, s'ils sont attaqués par la Russie, la force nucléaire française va les protéger. D'accord. Voilà. Alors qu'ils pensent que l'OTAN est beaucoup plus opérationnelle, et c'est vrai, elle l'est. Il n'y a pas encore une Europe de la défense structurée et organisée. Et donc la proposition d'Emmanuel Macron, elle va en même temps que le renforcement d'une Europe de la défense crédible au sein de l'OTAN, évidemment, mais qu'on puisse décider en Européen et pas attendre que ce soit Washington qui décide. Tu as dit très justement, l'Europe attirée par son économie, sa prospérité. Et maintenant, il y a une question. Alors, est-ce qu'il y a une question identitaire ? Et je vais même un peu plus loin, parce que c'est un petit tabou quand même. Est-ce qu'il y a une question chrétienne ? Est-ce que c'est un ensemble chrétien au sens très large, cet ensemble européen ? Oui, moi, ça ne me gêne pas de dire oui. Voilà. Donc la Turquie n'y a pas sa place ? Non, la Turquie n'y a pas sa place. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Aujourd'hui, par exemple, une des limites à l'est, c'est où s'arrêtent les cathédrales gothiques. Elles s'arrêtent à l'Ukraine. Voilà. Donc après, c'est l'orthodoxie, etc. Déjà, bon, c'est déjà différent. Mais donc les racines, c'est quelque chose d'important si on veut créer un sentiment d'appartenance. C'est ça. Avant même une fierté d'appartenance indispensable à un ensemble politique qui, par exemple, pourrait avoir un outil militaire. Donc, il faut qu'il y ait quand même une communauté. Alors, bon, c'est un peu tabou de dire ça. Jacques Chirac, Lionel Jospin ont empêché qu'on le mette dans les traités européens. Bon, ils avaient un peu tort, ils faisaient un procès à l'histoire, en fait. Hein. Nos racines sont chrétiennes. Bon, alors faut-il le reconnaître? Ils pensaient que c'était provocateur vis-à-vis des autres. Peut-être avaient-ils raison, je crois qu'ils avaient tort. Mais donc, du coup, on cherche ce sentiment d'appartenance qui permet de bâtir une Europe de la sécurité, de la défense, parce que est-ce qu'on va mourir pour l'Europe? Aujourd'hui, un soldat français, il est prêt à mourir pour la République sur simple ordre du président de la République, mais en Europe, il n'y a pas l'équivalent. Voilà. Là-dessus, juste parce que c'est en le disant que ça me fait réfléchir, je pense qu'on aurait posé la question il y a 6 mois, est-ce qu'on meurt pour Kiev? La question aurait été balayée d'un revers de main. Et les choses changent vite. Je pense que maintenant, c'est une interrogation qui doit être dans la tête de chacun d'entre nous. Chaque citoyen responsable doit au moins se poser la question. On ne se la serait, je pense, jamais posée il y a 6 mois. Oui, c'est tout à fait exact. L'Union européenne, l'Europe même, l'Europe, c'est le plus petit espace politique du monde. 4 millions de kilomètres carrés. L'espace du 21e siècle, l'espace pertinent, c'est 9-10 millions de kilomètres carrés. Le Canada, les États-Unis, l'Inde, la Chine. Bon, la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Donc nous sommes le plus petit et parmi les plus riches. Donc nous sommes comme une fraise sur un gâteau, convoité par tous nos voisins et qui dérange Poutine. Le système Poutine, je ne dis pas la Russie, parce qu'il faudra bien trouver un jour un moyen de s'allier avec la Russie. Mais le système Poutine, c'est que sa population fuit aujourd'hui. Elle fuit, les oligarques vont en Turquie. Avant la guerre en Ukraine et avant, 40% des visas Schengen étaient accordés à des Russes de la classe moyenne qui venaient en Europe parce qu'ils veulent vivre à l'européenne. Ça, c'est la menace pour les dictatures. Et donc, c'est ça la vraie origine
de la hargne, de la peur de Poutine à l'égard de l'Union européenne. C'est pas l'OTAN. L'OTAN n'a jamais eu aucune velléité offensive. Jamais. Elle n'a d'ailleurs pas les moyens, elle n'est pas organisée pour ça. Donc la vraie... Mais il n'aurait pas pu le penser dans une forme de paranoïa Non, je ne crois pas. Je crois que... Non, c'est vraiment le miroir Mais je crois que... qui aujourd'hui le dérange. Quand on a vu les frontières s'abaisser entre la Russie et l'espace Schengen, c'était au même moment où il faisait ses tours de passe-passe avec Medvedev pour rester au pouvoir. Ouais. Qu'ont fait les Russes? Sont descendus dans la rue en masse, on s'en souvient pas. Non. Et la répression s'est abattue sur eux. Et elle continue à s'abattre sur eux parce que ça menace un pouvoir dictatorial hérité de la période soviétique. C'est un pouvoir de flic en réalité. C'est un pouvoir de policier d'une dictature qui a mis la main sur le plus grand pays du monde, qui a plein de richesses, qui a une culture, et dont la vocation est aussi européenne. Comment est-ce que ça s'articule avec l'OTAN? Peu importe. Mais derrière, est-ce que cette nouvelle communauté politique européenne ne serait pas une manière aussi de refonder, c'est une vieille lune, refonder le cœur aujourd'hui de l'Europe? Quand on dit réformer les traités, sans arrêt ça revient d'ailleurs au début du mois de mai avec l'anniversaire de la déclaration de Robert Schuman, et donc c'est cette fameuse idée de cercle concentrique là. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, oui et non. Oui, c'est déjà le cas, parce que l'euro c'est à 19, Schengen c'est à 22 sur 27, plus 4 qui ne sont même pas dans l'Union européenne, le brevet européen c'est à quelques-uns, le droit de la famille et du divorce, c'est déjà à quelques-uns. Donc, la question, c'est comment fait-on, je crois que c'est ça le souhait d'Emmanuel Macron, et plus généralement de la France en général, depuis longtemps, comment fait-on pour avancer sans être freiné par ceux qui ont peur d'une intégration trop forte? La Pologne, la Hongrie aujourd'hui, etc. Eh bien, je crois que la méthode, c'est d'être exemplaire. Il faut être des Européens exemplaires pour montrer l'intérêt. Si la France et l'Allemagne font un impôt sur les sociétés communs, crois-moi, beaucoup d'autres vont finir par les rejoindre. Les Pays-Bas vont pas tarder, les Belges non plus. Donc ce qu'il faut, c'est montrer l'exemple. Je crois que c'est ça. Et c'est vrai qu'avec Emmanuel Macron, on a un président quand même plus européen encore que ses prédécesseurs et qui, de temps en temps... est un peu en avance sur l'actualité. Oui, mais... Alors, je voulais finir avec ça. Allons-y tout de suite. Tu poses la question du respect des traités, c'est-à-dire, tu poses la question budgétaire. L'éternelle question au cœur de la défiance que peuvent avoir... Alors, tu parlais des Hongrois, des Polonais, on en dira un mot, mais les pays du Nord. Sur un approfondissement de l'Union, il y a notre incapacité à gérer nos finances. Oui, c'est vrai. Et là-dessus, notre cher président n'a pas prouvé une volonté réformatrice extraordinaire. Non, mais il a, avec Draghi, réussi à lever un tabou extraordinaire, c'est la dette commune. Je ne suis pas un fan de la dette, mais si on veut être à l'abri des fonds de pension anglo-saxons, des Chinois qui peuvent s'amuser avec leur énorme fortune, il faut avoir une dette commune avec une union des marchés de capitaux qui n'est pas terminée et une union bancaire qui n'est pas achevée. Ouais. Voilà. Si on arrive à faire ça, nous sommes autonomes. Nous sommes autonomes, y compris si nous sommes endettés, parce que nous ne sommes pas les seuls à être endettés. Ça n'enlève rien au fait que la France doit mieux gérer ses finances publiques. Mais je crois que le tabou entre frugaux est en train de sauter devant la nécessité. On l'a vu pour le plan de relance. Oui, mais les Allemands, par exemple, ont dit à la fin de la semaine dernière, ça y est, c'est fini, on revient. Ça s'appelle le fameux Schwarz-Null. On revient à notre règle budgétaire, il va falloir incapacité de s'endetter au-delà de 0,37% du PIB. Les Hollandais, vous nous y reprendrez plus sur la dette commune. Les Allemands sont en grande difficulté économique. Parce qu'ils ont fait de mauvais choix énergétiques, mauvais choix dans les investissements publics. Donc, eux aussi vont avoir besoin de la communauté. Et à mon avis, ils ont même besoin d'investissements publics financés par l'emprunt. Voilà ce que je pense. Donc, ils sont en train d'en débattre. C'est nouveau pour eux. Tout est nouveau pour eux, n'est-ce pas? Ouais. Ils pensaient... donc, il ne faut pas les accabler non plus, plutôt les accompagner. Et je pense que Draghi et Macron sont parfaitement main dans la main
pour faire prendre ce tournant. Oui, non, c'est clair. Main dans la main pour essayer effectivement d'aller récupérer encore un peu plus de pognon du côté de ceux qui savent gérer leurs finances publiques. Le malaise, enfin, tout se concentre sur la personnalité de Scholz, mais est-ce que c'est pas toute l'Allemagne qui éprouve un profond malaise, ou en tout cas une remise en question très profonde dans tout ce qui se passe depuis des semaines là. Bien sûr, le président de la République allemande qui peut pas aller à Kiev, enfin c'est quand même impressionnant. Oui, c'est un échec de politique étrangère. Très clair. Moi j'ai des amis allemands. En France, il est normal de prendre un emprunt à la banque pour acheter une maison, mais pas du tout en Allemagne. En Allemagne, on préfère louer sa maison, mais on ne va pas s'endetter. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc ça va. C'est culturel, ça va jusque-là. Ce qu'il faut, c'est qu'on montre que la politique, le monétaire, budgétaire, l'économie n'a rien à voir avec la morale. La morale protestante du nord de l'Europe. Ce n'est pas de la morale, c'est l'efficacité. Ouais. Il faut viser l'efficacité. Et donc, je pense qu'il va y avoir des révisions de politique européenne. Peut-être on n'obtiendra pas tout. Peut-être faudra-t-il aussi montrer un peu l'exemple en disant qu'on veut remettre les choses en ordre, notre commerce extérieur, nos finances publiques, etc. Mais d'où l'importance de la réforme des retraites, vraiment fondamentale là-dessus. Oui, bien sûr, évidemment. La Pologne, donc je l'ai découvert d'ailleurs, la Pologne est déjà sous sanction financière de la part de l'Union européenne, en raison du fonctionnement de sa justice, 160 millions d'euros, puis une histoire de mine de charbon aussi. Alors là, je ne me suis pas plongé dans l'histoire de la mine de charbon. On a raison de sanctionner la Pologne et la Hongrie ? Ça, c'est des règles internes à l'Union européenne. C'est vrai que la situation internationale remet tout ça un peu sous le boisseau. Mais oui, il y a... on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La Pologne reçoit plus de 9 milliards d'euros de transferts directs de l'Union européenne chaque année, payés par nos contribuables. Et en contrepartie, il faut respecter un minimum d'état de droit. C'est en voie. Il y a un minimum d'état de droit pour le coup. C'est en voie de règlement. Non, il y avait des entorses de caractère. Oui, il y a notamment cette prise de position presque, pardon de le dire comme ça, ontologique, qui est de dire que la constitution polonaise restera supérieure, le droit constitutionnel polonais restera supérieur au droit européen. Non, c'est pas ça en fait qui nous gênait le plus. Le plus, c'était la réforme de la justice, dont ce n'est qu'un des aspects. Et la justice, un état de droit, c'est très important, y compris pour l'économie. Oui. Bon, voilà. Donc c'est d'ailleurs là-dessus qu'on n'a pas réussi avec Poutine à trouver un terrain d'entente depuis 1995, parce qu'on voulait qu'il y ait un minimum d'état de droit en Russie pour nos entreprises. Et c'est la même chose en Pologne et en Hongrie. J'y étais encore la semaine dernière. Il y a ce débat en Hongrie. Et les Hongrois vont finalement trouver un modus vivendi pour respecter l'état de droit, pour que non seulement les citoyens, non seulement les étudiants, mais aussi les entrepreneurs aient un état de droit un peu stable. Au moment de l'arrivée d'Orban aux affaires, on se souvient que quelques grandes entreprises françaises avaient été un peu racketées. Sodexo et d'autres, il est vrai qu'elle s'était précipitée au moment de la chute du mur et avait mis la main sur tous les acquis et les assets de... Bon, voilà. Donc, on arrive petit à petit dans ce marché, de ce marché unique, à avoir des règles communes. Et quand on ne les respecte pas, il y a une sanction. Si on fait un effort, on peut lever les sanctions, les adoucir. C'est en voie avec ces deux pays, c'est en voie. Bonne voie. Et ça correspond exactement à ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas de la morale, c'est de l'économie. Et ça, en fait, je l'ai découvert en préparant cet entretien. On met beaucoup en avant, comme je l'ai fait moi là, des aspects politiques, identitaires et tout. Non, je crois que la Hongrie, par exemple, c'est la façon dont sont faits les appels d'offres. À partir du moment où il n'y a pas une totale transparence, c'est économiquement inefficace, et donc c'est l'argent qu'envoie la communauté européenne qui est mal employé. C'est très rationnel en fait. C'est très rationnel. Et on le dit assez peu que c'est très rationnel. C'est pas des jugements de valeur moraux en fait qu'envoie Bruxelles. Les versements de Bruxelles à la Hongrie, c'est le pays qui reçoit le plus par tête d'habitants d'argent, de transfert, sont suspendus. Et une enquête est en cours. On s'aperçoit que formellement les appels d'offres les règles sont respectées, mais qu'en fait, à chaque fois, il y a qu'une personne qui répond, et un peu toujours le même. Donc, voilà.
Et néanmoins, juste d'un mot, puisqu'on est sur ces appels d'offres, parce que ça, alors ici, c'est vraiment sans doute la demande la plus importante de tous les entrepreneurs, c'est la possibilité, en finir avec l'appel d'offres universel. Donner la possibilité aux Européens de lancer des appels d'offres qui soient limité au territoire de l'Union européenne. D'accord avec ça? Oui, absolument, je suis totalement d'accord avec ça. Il y a une vraie préférence aussi qui doit jouer. Voilà. Je pense qu'on y va tout doucement comme souvent, parce qu'on est à 27. Mais tu vois, j'étais en Hongrie. Bon, les Hongrois ont choisi un opérateur russe pour leur centrale nucléaire il y a quelques années. Ils en envisagent deux de plus. Ils ont parfaitement compris que désormais, il fallait choisir européen. Et donc, ils se sont adressés, notamment à la France. Il y a des études préliminaires. Voilà. Donc, tout arrive. Il faut aussi, dans l'Union européenne, tenir compte du passé, de l'identité des États. Nous sommes un grand pays. Nous avons tendance à imposer un peu nos règles et nos vues. Il faut faire un peu attention. Et moi qui passe mon temps à voyager dans ces pays-là, de temps en temps, mon cœur est plutôt de leur côté, parce que je comprends très bien leur point de vue. Je prends un exemple. On parle de l'Europe de la défense, on parle de l'union bancaire. Qui, dans ces deux domaines, qui est le pays européen le plus performant? Nos banques françaises, notre industrie de défense française. Alors évidemment, quand on en parle avec nos voisins, ils disent « bah oui, c'est pour la France ». Vous allez en profiter. Donc il faut savoir aussi embarquer nos partenaires et pas seulement les embrigader derrière un projet français. Tu parlais de raquettes. Je voulais ton point de vue sur aujourd'hui là, Renault annonce que il lâche l'ensemble de ses actifs, donc Avtovats, la marque Lada, on l'a beaucoup dit, premier contributeur à la marge opérationnelle de la branche automobile de Renault. Je crois que c'est une dépréciation de 2,2 milliards d'euros d'actifs, un rouble symbolique à une fondation d'État russe, avec peut-être l'idée qu'un jour ils reviendront. Mais enfin bon, on verra. Comment est-ce que cette pression qu'on a eue, Société Générale donc a dû aussi partir, pour à peu près les mêmes sommes, sans doute même un peu plus. Total a fait 4 milliards de dépréciation d'actifs. Je savais pas, j'ai vu ça. Schneider Electric a vendu en fait sa branche russe à ses dirigeants sur place. C'est peut-être aussi une bonne idée. Comment est-ce que tu regardes ces injonctions? C'est l'autre phase des sanctions et de ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie. La Russie isolée, c'est pas une bonne nouvelle. La Russie stoppée dans sa déstabilisation de notre environnement, c'est une bonne nouvelle. Parce que on peut dire, j'ai fait la liste: Transnistrie, Abkhazie, Géorgie, Ossétie, Donbass, Crimée et après Moldavie, Pays-Bas, etc. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Mais évidemment, isoler la Russie, c'est pas une bonne chose, ni pour les Russes, ni pour nous, ni pour ceux qui avaient joué le jeu avec ce pays où il y a toutes les ressources naturelles. Je pense à Total et à Christophe de Margerie, qui était un peu Bien sûr. Voilà, un pilote dans cette affaire. Et la France a toujours pensé ça. Et on voit bien que la politique française, elle ménage la chèvre et le chou, ce qui ne plaît pas toujours aux Ukrainiens, d'ailleurs. On l'a vu, parce que il faudra, après Poutine, il faudra certainement retrouver un système stable de relations avec la Russie, à condition qu'il y ait un minimum d'état de droit. Parce que c'est ça que la maison Poutine n'a pas voulu. Donc s'il y a la chute de la maison Poutine, ça ne veut pas dire la chute de la maison Russie. Mais, alors tu citais Christophe de Margerie, on peut parler aussi de Daniel Bouton, puis Frédéric Oudéa, Société Générale. Il y avait cette idée, moi alors j'en ai beaucoup parlé sur ce plateau, parce que il y avait cette idée quand même qu'on allait aller tous dans le même sens, cette idée philosophique d'une histoire linéaire où on allait se retrouver dans la fameuse fin de l'histoire. Voilà. Poutine dit stop. Est-ce que ça efface tout? Ou est-ce que c'est Poutine en fait l'accident? Et que le rapprochement des peuples développés avec des économies de marché tempérées est le sens de l'histoire? Je ne sais pas si c'est un accident, parce qu'après Poutine, il y aura Xi Jinping. Je suis d'accord avec ça. Et peut-être surtout un autre Poutine à la place de Poutine. Oui, je crois qu'il y a un vrai problème de défense des démocraties et de la liberté dans le monde aujourd'hui. Et ça ne se fait pas naturellement. Et sur le plan démographique, la Chine a pour elle cet atout extraordinaire. Je pense que la limite, c'est aussi l'absence de liberté, en réalité, qui viendra un jour.
Et la Russie, c'est un peu l'inverse. C'est une descente aux enfers d'une ex-grande puissance qui le vit très mal, et à qui il reste encore 6000 têtes nucléaires, et qui veut les faire valoir alors qu'elle n'en a plus les moyens. Et en plus, une bande de criminels et de voleurs a mis la main sur le pays. Donc je crois que c'est ça la réalité. Longtemps, on a cru qu'il y avait une grande Russie qu'il fallait respecter, que Poutine incarnait. En réalité, il s'avère un grand prédateur de l'économie. Et on dit que 20 000 oligarques ou pseudo-oligarques ont mis la main sur un tiers du PIB de la Russie. Je crains que ce soit vrai. Oui, mais au-delà, longtemps on a cru que justement notre prospérité allait suffire à amener à nous l'ensemble des peuples, des ennemis potentiels, etc. Enfin bref, un grand apaisement généralisé. Oui, alors. Et là, le réveil sonne. Enfin, Oui, c'est ça. Enfin, on n'est pas à la fin de l'histoire. Oui, c'est ça. Il faut défendre ces démocraties. On n'est pas à la fin de l'histoire parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment aussi, c'est de voir ce que les peuples pensent. Parce que quand je vois, par exemple, en France, les débats sur la Russie, l'Ukraine, etc., on parle d'État à État, mais on n'a rien à dire. Parce que le peuple ukrainien, lui, il a son idée. Ouais. Lui, il ne veut pas d'un intrus sur son territoire. Ouais. Donc il ne s'arrêtera pas. Ça ne sert à rien de dire il faut ménager une sortie pour Poutine, l'humiliation. Tout ça. Non, les Ukrainiens ils ont dit nous, on veut récupérer notre État. Ouais. Et donc c'est ce qui fait à la fois leur force, peut-être leur faiblesse, leurs défauts. Et donc les peuples, ça compte désormais dans les relations internationales. Et moi, je pense que les Russes, s'ils étaient libres de s'exprimer, ils choisiraient de vivre à l'européenne et pas de vivre comme ils vivent aujourd'hui, c'est-à-dire avec quelques grands prédateurs qui s'achètent des yachts de 150 mètres de long et qui sont une honte pour leur pays, n'est-ce pas? Moi, j'ai vécu ça. J'ai rencontré M. Tchoubaïs, l'inventeur des nationalisations. Son idée, au départ, c'était quand même de donner les actions à tous les Russes. Ça, c'était l'époque Eltsine, ça, oui, Tchoubaïs. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'il a avant fait. Poutine. Ouais. Et puis, il a oublié de se prémunir de gens qui passaient avec une Kalachnikov et qui venaient racheter auprès des pauvres employés pour une misère les actions que l'État avait distribuées. C'est comme ça que ça s'est passé. Et après, c'est devenu une bande organisée, en quelque sorte, qui a mis la main sur ce pays. C'est un accident de l'histoire, mais le régime qu'on fait aux libertés individuelles et collectives, ça, c'est un vrai défi pour les démocraties aujourd'hui. C'est pour ça que notre alliance avec les États-Unis, qui chez nous en France nous exaspère souvent, et on voit bien qu'il y a toujours un anti-américanisme latent, à droite comme à gauche, aux extrêmes plus encore, on voit bien que il n'est pas d'actualité. Il faut quand même que les grandes démocraties, avec leurs défauts, restent unies. Jean-Dominique Giuliani, le président de la Fondation Robert Schuman, était notre invité sur Bismart. On repart donc avec Jérôme Mathis. Salut Jérôme, qui vient nous voir régulièrement. Mais là, en l'occurrence, c'est pour un bouquin qui est sorti il y a combien de temps d'ailleurs, Jérôme? Quelques mois, hein? Ah oui, là, ça fait quelques mois. Ouais. Ça fait quelques mois. Ouais. Combien vaut une vie? Voilà, vous le voyez. Alors, je le dis, non, mais l'interview est compliquée à structurer parce que le bouquin, en fait, tu sais, ta technique narrative, parce que c'est bien ça, me fait un peu penser aussi à celle de Thomas Philippon, qu'on a vu ici, hein, son bouquin sur la concurrence. C'est-à-dire que vous vous mettez, vous économistes, et moi j'en suis absolument ravi, à faire un peu des bouquins de journalistes quand même. Ah oui. Il y a une dimension d'enquête. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de prendre des histoires et d'essayer de soulever le capot et d'essayer de voir à quoi correspondent en fait les décisions qui sont prises au regard notamment alors de ton sujet, c'est-à-dire au regard d'indemnisation ou, c'est l'autre grand aspect d'ailleurs sur lequel tu travailles, au regard d'investissement pour protéger un certain nombre de vies. Comment est-ce qu'on calcule un investissement pour protéger la vie si on ne donne pas de prix à la vie, hein, c'est ça quand même la base de ton propos. On va commencer, tu commences d'ailleurs toi aussi avec ça, parce que c'est formidable.
C'est donc l'histoire de Kenneth Feinberg. Ouais. Est-ce qu'on peut commencer avec ça? Donc, l'avocat qui a été chargé d'indemniser les victimes du 11 septembre. Exactement. Ouais, ouais. Raconte-moi un petit peu la problématique dans laquelle il est. C'est passionnant, c'est passionnant. Alors, justement, pourquoi c'est passionnant? Alors d'abord, juste quand même en guise de préambule, parce que je sais que c'est un titre qui provoque, et souvent les gens me disent « mais comment tu oses poser cette question de combien vaut une vie ?» Je voudrais dire qu'effectivement, d'abord, on a souvent le sentiment que l'argent s'empare d'un certain nombre de domaines, l'art, la science, la politique, l'éducation, la justice. Et là, c'en est un de plus, et c'est peut-être celui de trop. Et c'est la thèse centrale du livre. C'est qu'au contraire, si on avait le courage intellectuel de répondre à cette question, on pourrait sauver beaucoup plus de vies sans même nécessairement dépenser plus. C'est ça, si tu veux, donc vous voyez, le point du livre. Vous voyez les gars, vous vous grattez la tête quand même tout un dimanche après-midi pour essayer de structurer une interview et bim. Non mais maintenant on y va sur Feinberg. Par quoi je voulais finir. Ah d'accord. Non mais je vais te lire. Okay. Alors non mais allons-y, tu as raison. Après tout, pourquoi pas. L'adoption de critères économiques. Alors parlons de la santé et on parlera de Feinberg après parce que ça aussi c'est très intéressant. Tarification à l'acte et tout ça. Ouais. L'adoption de critères économiques en santé a pour vocation d'aider à définir de manière cohérente les priorités d'un système de santé et certainement pas de réduire les budgets. Au contraire, écris-tu, elle peut inviter à plus de dépenses dès lors que les bénéfices thérapeutiques sont substantiels. Le recours à l'analyse économique a le mérite d'établir une base rationnelle et transparente dans le domaine vital ou contenir des réactions passionnel et énoncer publiquement des règles de décision s'avère délicat. Oui, tout à fait. Bah oui, tout à fait, c'est toi qui écris ça. Oui, non mais, je veux dire, je vais donner un exemple. Ton propre message. Je vais donner un exemple qui parlera à tous. Vas-y. Comme, attention, encore, je prends des pincettes, on est dans mais le domaine vital, donc allons-y. On rentre dans le truc, vas-y. La France est l'un des seuls pays à rembourser le médicament le plus cher du monde. C'est le Zolgensma qui est utilisé dans le traitement de la myotrophie spinale. C'est 2 millions d'euros l'injection. C'est très généreux. Les familles se rendent au CHU, se font inoculer une dose, ne savent même pas que ça coûte à la sécurité sociale 2 millions d'euros. Très bien, mais il faut quand même voir qu'en parallèle de cela, on ferme sur le territoire des services d'urgence, faute de moyens. 2 millions d'euros, c'est l'équivalent du recrutement de 50 infirmières à l'année. Donc voilà, c'est à ça que doit servir le calcul économique. Alors attends, tu dis quoi alors? On a raison de rembourser cette injection? Alors, je dis que si on est généreux dans un sens, il faut l'être dans l'autre, ou si on rechigne à dépenser pour recruter des infirmières d'un côté, il faut dans ce cas-là rechigner à rembourser les médicaments les plus chers du monde dans l'autre. C'est ça. Non, mais attends. Donc, vas-y. Non, mais simplement, oui, vas-y, je te laisse rebondir. Non, mais 2 millions, c'est-à-dire 2 millions, c'est une dose. 2 millions, c'est une dose. Ouais. Or, alors allons-y. La vie statistique, tu racontes par le menu les différents rapports. Oui. Sur une vingtaine d'années, hein, oh oui. qui ont essayé en France, et puis on parlera des États-Unis après, qui ont essayé en France de définir, bon ok, on va donner un prix à la vie. Ouais. Et pourquoi on le fait? Justement, pour savoir si on fait des injections à 2 millions d'euros. Tout à fait. Or, le prix de la vie statistique, c'est 3 millions d'euros. C'est ça, hein, à l'arrivée en tout France. à fait, c'est exactement ça. Tu as entièrement raison. Ouais. Ah bah oui, j'ai lu le bouquin, moi. Je sais bien. À l'arrivée en France, c'est 3 millions d'euros. Ouais. Donc on a raison de faire une injection à 2 millions, c'est rationnel. D'accord, mais dans ce cas-là, on a tort de fermer des services d'urgence à travers le territoire. Puisque aujourd'hui, il y a certains territoires où il y a 15 ans, il fallait une demi-heure de voiture. Aujourd'hui, c'est 45 minutes. On prévoit que d'ici 2040, ce sera 1 heure de voiture pour se rendre aux urgences. Ouais. Des vies vont en dépendre. Ben, combien ? Ah ben ça, il faudrait le chiffrer. Mais voilà, il faudrait le chiffrer. C'est tout ton propos. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec quelques injections à 2 millions d'euros, il y a de quoi préserver un service d'urgence dans la diagonale du vide française, sur le territoire. Il y a une forte inégalité et disparité de traitement. Mais non, mais c'est dingue, des citoyens. Moi, j'ai lu Jérôme Matisse et je dis, à 2 millions d'euros l'injection, la France est gagnante. Oui. Donc elle doit continuer. On gagne 1 200 000 euros chaque fois qu'on sauve une vie pour 2 millions d'euros. Tu prends un autre exemple formidable. Attends, tu prends un autre exemple formidable. Décision d'équipement. On est dans les élections législatives. Très bien. Pas un jour sans qu'une autorité publique prenne une décision relative à la gestion d'un risque mortel. Rénover une route, aménager un carrefour, lancer un chantier, équiper une caserne de pompiers. Ok, alors donc combien? Et donc, tu dis, par exemple, une mairie désirant équiper sa voirie d'une piste cyclable au motif d'épargner la vie de 5 cyclistes, peut y consacrer, donc 5 x 3, 3 x 5, 15, plus millions ces 3, 16 millions d'euros. Ouais.
Voilà. Sans que, oui, et sans qu'elle soit accusée de jeter l'argent par les fenêtres. Exactement. Ou de faire du clientélisme vers Oui, telle ou telle partie de la population. Alors ça, si tu veux, c'est une valeur qui est tutélaire. Ce sont des rapports qui ont été à maintes reprises rendus au Premier ministre pour chiffrer la vie. C'est notamment le ministère des Transports qui avait de l'avance là-dessus, parce que dans les années 70, se posait la question du déploiement des autoroutes sur la France, et ça coûtait très cher, et une justification, c'était de dire oui, mais ça sauve des vies, moins accidentogènes. Exactement. Donc le ministère des Transports est un peu, je dirais, pionnier dans cette approche en France. Le ministère de l'Environnement s'y colle aussi, parce que c'est un très bon moyen de justifier des mesures environnementales, par exemple pour améliorer la qualité de l'air. Il y a quand même on estime qu'il y a 40 000 Français chaque année qui meurent du fait de la pollution de l'air. Ça pose d'ailleurs des questions sur l'affaire des moteurs truqués de Volkswagen. Et donc certains ministères... 3 millions d'euros, je vous laisse faire le calcul vous-même. Voilà. Oui. Alors, oui. Donc, enfin, si tu veux, en filigrane, il y a quand même la question d'une valorisation qui est très élevée, on va dire, parce que l'État n'a pas les moyens de dépenser l'équivalent de 3,2 millions d'euros pour sauver chaque vie en France. Donc, il y a plein de ministères qui n'ont pas du tout ce budget-là. Ouais, c'est ça. Et en plus, nous avons aussi beaucoup de technocrates qui sont ouvertement allergiques au calcul économique et qui plus est dans la valorisation de la vie humaine, ne serait-ce que statistique, la valorisation d'une vie statistique, la vie d'un inconnu, pas la vie de quelqu'un que l'on connaît. Et donc, par manque de calcul économique, on arrive à des situations ubuesques où, d'un côté, tu as une administration qui rechigne à dépenser 100 000 euros pour sauver une vie, et de l'autre, il y en a une qui va dépenser l'équivalent de 10 millions d'euros pour sauver une vie. Et ce qu'il faudrait, c'est que les calculs soient faits afin, si tu veux, d'identifier les stratégies qui permettent de sauver le plus de vies, celles qui offrent le meilleur rendement en nombre de vies sauvées. Et par manque de calcul économique, ça n'est pas fait. Et ce chiffre, alors c'est... je crois qu'il doit y avoir une bonne vingtaine de pages d'explications, donc on ne va pas rentrer dedans sur comment est-ce qu'on arrive à 3 millions d'euros. Sûr, oui. Mais ce chiffre te semble rationnel à l'arrivée, 3 millions d'euros ? Alors, en comparaison des autres pays, oui. C'est le double aux États-Unis. Ah, c'est plus du double, c'est 10 millions de dollars aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a une mentalité qui est totalement différente, parce que les économistes universitaires sont conseillers du prince, parce que c'est des universitaires qui chiffrent à peu près le prix de la vie à ce montant-là. Et par ailleurs, ils sont convoqués, les économistes experts sont convoqués à la barre des tribunaux. Et ils font valoir ce prix de la vie. Mais on va y aller, justement. La judiciarisation change tout. Tout. Bon, mais revenons sur notre histoire de fermeture des centres d'urgence. D'accord. Parce que c'est là où aussi on est en franc renversé. Ouais. C'est que tu en parles dans ton bouquin. Ouais. Et tu dis, l'une des justifications, en fait, tu parles notamment d'un centre de lutte contre le cancer dont, en fait, le plan médecin cancer, en charge oui, ne verrait que 1 ou 2 cancers dans l'année. Et là, pour le coup, ferait courir aux malades un risque. Exactement. Par rapport au centre qui aurait beaucoup plus de pratiques et beaucoup plus. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le grand plan, c'est le plan cancer qui évaluait ce que faisaient les différents organismes sur le territoire, qui s'est rendu compte qu'il y avait une inégalité de traitement de patients. Les patients parfois n'en ont même pas conscience. Ils sont reçus par un médecin qui s'improvise un peu oncologue, mais qu'en fait il ne l'est pas vraiment, et donc ils ne sont pas bien traités. Donc l'idée du plan cancer, c'était de dire on va fermer certaines unités sur le territoire et on va développer des centres spécialisés. Donc si tu as une tumeur, je ne sais pas, un glioblastome, une tumeur du cerveau, tu vas être traité par tel organisme qui est le plus compétent en la matière. Et ça rend service aux citoyens, mais les citoyens bien sûr ne le comprennent pas toujours, parce que dire que dans telle région ou dans tel département on ferme un centre cancer, les citoyens pensent qu'ils finalement ils sont privés de quelque chose. Laissés pour compte. Or, la sécurité sociale prend tout en charge, les trajets en train, les nuits d'hôtel s'il faut, et c'est pour le bonheur c'est pour le bon traitement des patients. En revanche, là, l'argument précédent, c'était le service des urgences. C'est pas la même chose. Le service des urgences, il faut mailler l'ensemble du territoire. Il faut que, où que nous habitions, il y ait un service d'urgence qui soit pas trop loin. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, faute de moyens, on ferme des services d'urgence. C'est pas le service d'oncologie dont je parle, c'est le service d'urgence. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, tu refuses le calcul rationnel de dire... Je ne refuse pas. Parce que ça doit pouvoir... Si au contraire on mettait ce calcul... Statistiquement, économétriquement, ça doit pouvoir se calculer. Ça peut très bien se calculer. Le nombre de vies perdues par la fermeture de services d'urgence. Oui, ça peut se calculer, mais justement ne pas se justifier. C'est-à-dire que je pense que si on faisait véritablement le calcul, il y aurait certains centres des urgences qui ne seraient pas fermés. Et voilà, c'est ça. Oui, parce qu'avec 3 millions d'euros pour le prix d'une vie, tu y vas très très vite quand même au financement d'un service d'urgence. Il faut quand même préciser que dans le domaine de la santé, c'est pas ce chiffre-là qui est retenu.
on compte en nombre de vies en bonne santé gagnées. Donc, quelqu'un qui a 70 ans, les services de santé estiment qu'ils ne vont pas dépenser 3 millions d'euros pour sauver un septuagénaire. On va calculer son espérance de vie, on fait un ratio par nombre d'avis. Donc, 3,2 millions d'euros, ce serait la valeur de la vie à la naissance, si tu veux. Mais après, plus on est âgé... On perd des points. On perd des points de vie. On n'est pas les seuls à faire ce calcul-là. Non, mais dire que l'ensemble des... Voilà. C'est la notion de quali. Voilà, les Britanniques sont très avancés là-dessus. Les Britanniques là aussi, sont très... Tu passes des pages là qui sont mais parce qu'il y a un débat, houleux. Et donc c'est outre-Manche. Alors, mais justement, les termes de ce débat, c'est quoi? C'est plus on vieillit, donc on va commencer à rentrer dans les aspects les plus polémiques de notre discussion. Plus on vieillit, moins on a de valeur. Moins on a d'années qui nous restent à vivre, et le système de santé calcule le nombre d'années, le nombre d'euros ou de pounds, de livres sterling dépensés par année de vie gagnée du fait d'un traitement. Et tout ça, en plus, c'est ce qui complique un petit peu l'analyse, pondéré par la qualité de la vie. C'est-à-dire qu'on demande aux gens, il y a des enquêtes d'opinion qui sont faites, mais ça a lieu outre-Manche, et le débat public s'est enflammé sur la question, parce qu'on a sondé des milliers de Britanniques pour leur demander une année de vie en bonne santé. Pour la valoriser, on va la pondérer, on va leur demander est-ce que vous préférez vivre une année debout ou 2 années alitées, par exemple, pour essayer de voir comment les gens placent la barre. Parce que les économistes n'ont pas la prétention de répondre à ces questions. Les économistes se situent en tant qu'observateurs et essaient de comprendre comment la vie humaine est valorisée par l'opinion publique. Ou est-ce que vous voulez continuer à fumer, vous gaver de fish and chips, ou au contraire, plus boire une goutte d'alcool. Et donc, on déduit tout ça à une échelle et on regarde, si c'est pour un traitement qui va coûter, 50 000 euros de plus, si on parle en euros, mais qui nous fait gagner 2 années de vie alité, il y a question, ça veut dire qu'on va dépenser 25 000 euros pour gagner une année de vie alité. La France dit oui. La Grande-Bretagne dit oui, mais sous condition. Et là où ça enflamme le débat public en Grande-Bretagne, c'est qu'il y a des exceptions ensuite qui ont été mises dans la liste de certaines maladies. Parce que les personnes qui sont touchées de maladies rares, pour lesquelles il y a des dépenses de santé très fortes, c'est notamment le cas du Zolgensma, ce dont je parlais à 2 millions d'euros l'injection, c'est parce que il y a une demande qui est faible, parce que heureusement c'est une maladie qui est rare, c'est pour ça que l'injection vaut si cher. Et bien donc il y a eu je dirais pas des passe-droits, mais des exceptions qui ont été ratifiées outre-Manche et donc tout à coup il y a des bioéthiciens qui se mettent dans le débat et qui se disent mais ça veut dire que pour certaines maladies la vie vaut plus que pour d'autres et donc c'est un débat houleux, sans fin, explosif. Mais de toute façon c'est la clé de ce qu'on apprend dans ton livre. Nulle part dans le monde il n'y a un seul prix pour la vie. Tout à fait. Et il n'y a absolument pas en plus d'harmonie, on va dire ça comme ça, même entre différents pays développés. Mais attends, parce que ça nous amène directement au Covid quand même. D'accord. Et là, tu fais un calcul qui m'a surpris. Donc, alors ça, moi, j'adore ça, parce que la question, c'est est-ce qu'on a payé trop cher ou pas, finalement, le quoi qu'il en coûte, par rapport au nombre de vies sauvées. Donc, tu donnes un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, c'est compliqué et tout, mais en gros, 690 000 vies auraient été sauvées en France par les différents confinements. Et donc, toi, tu divises ça, c'est 690 000 vies, par rapport à la contraction du PIB. Et donc, tu arrives à un chiffre de 290 000 euros dépensés par vie sauvée, ce qui est tout à fait raisonnable au regard de tout ce qu'on vient de se dire là. Et puis on ira sur les indemnisations aux États-Unis après, vous verrez que c'est très 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 raisonnable. Mais pourquoi est-ce qu'il ne vaut pas mieux diviser ces 690 000 vies par les 270 milliards d'euros du quoi qu'il en coûte sur la première année? Ça me semble ça le plus rationnel. L'État français a dépensé 270 milliards d'euros pour sauver 690 000 vies. Et là, ça te fait un prix de vie à 782 000 euros. Et là, tu commences à être un petit peu tangent par rapport à l'ensemble des estimations. Pourquoi est-ce que c'est par rapport au PIB et pas par rapport à l'argent dépensé par l'État à travers le quoi qu'il en coûte? Alors d'abord, à l'époque où j'ai effectué ces calculs, on n'avait pas encore le trou de recettes fiscales. Trou de recettes fiscales. C'est moins violent d'agrandir la dette de l'État qu'un trou dans le PIB, parce qu'un trou dans le PIB, ça se voit immédiatement. Ça veut dire du chômage, ça veut dire que les commerces mettent la clé sous la porte, c'est beaucoup de casse sociale immédiate.
creuser le déficit des dépenses publiques, potentiellement ça alourdit la dette. Elle est déjà très excessive, on va dire, certes, mais c'est beaucoup moins violent puisque l'État peut faire matelas de sécurité. Et puis ce manque de recettes fiscales, on peut potentiellement le rattraper avec de la croissance. C'est vrai. Donc le PIB, on va difficilement le lisser en disant oui, c'est pas grave, on va perdre 20% sur une année, puis on recrée 20% derrière de rattrapage. Non, parce qu'entre-temps, des emplois ont été détruits, il y a eu de la casse, etc. Parce qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte. Oui, mais attends. Finalement, il n'y a pas eu tant de casse que ça. Ah ben grâce au quoi qu'il en coûte, il Absolument. n'y a pas eu tant de casse que ça. Donc sur ce plan-là, sur ce point de vue-là, je dis que la politique du quoi qu'il en coûte se justifie. En revanche, il y a un autre point quand même. Parce que bon, c'est toujours aisé de venir donner des leçons après la bataille, mais il y a un autre point, moi, qui m'a surpris, c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre. C'est que j'avais conscience de... Je l'ai écrit pendant le Covid, hein, bien sûr. Et j'avais conscience de cela, que la politique du quoi qu'il en coûte, c'est aussi du retard dans le traitement d'autres pathologies. C'est priver les Français de liberté, c'est beaucoup de choses. Mais en parallèle, la France ne se donne pas les moyens de traiter un problème qui est encore plus grave sur le long terme, c'est le tabac. On a une recette qui est identifiée, qui permettrait, sans que ça nous coûte 1 euro, d'enrayer massivement le problème des effets délétères du tabac, et on ne le fait pas. Et d'un autre côté, on implémente la politique du quoi qu'il en coûte. Il y a quand même plus de Français qui sont morts des effets délétères du tabac depuis le Covid que pendant le Covid, et en moyenne, les victimes étaient plus jeunes. Et on pense que c'est un phénomène, dans l'opinion publique, on pense qu'on fait beaucoup, parce qu'il y a une grande politique de prévention en France, etc., parce que le prix du paquet de tabac est très élevé. Il est plus élevé que dans tous les pays limitrophes, mais les Français fument beaucoup plus que dans tous les pays limitrophes. Et les Français fument 40% de plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc tu donnes un chiffre en disant, là aussi, hein, c'est bon, voilà, mais le coût social annuel du tabac s'élèverait en France à 120 milliards d'euros. Ouais, alors ça, attention, c'est quand on met la valeur de la vie derrière le nombre de morts. Mais moi, combien vaut une Ça, je le mets en note de bas de page, parce que... Non, mais... Oui, tu le mets en note de bas de page. Il y avait des articles de presse qui étaient sortis là-dessus, parce que c'est professeur Kopp, un collègue de Paris 1, qui a effectué les calculs. Alors, bien sûr, ça donne les lieux à des articles, des lignes, des titres de presse qui un peu sensationnalistes, qui disaient voilà ce que coûte. Oui, mais alors ça... 1 milliard d'euros. Ça, c'est quand on multiplie la mort par... alors, c'est pas les 3,2 millions d'euros, mais par le reste à vivre, est-ce que les gens... Tout à fait. Mais il faut quand même dézinguer au passage un espèce de fantasme, c'est que oui, effectivement, les fumeurs coûtent beaucoup plus cher à l'État qu'ils ne rapportent, parce qu'il y a des fumeurs qui pensent qu'ils payent beaucoup de taxes, mais même si on prend en considération, même si on fait un calcul vraiment cynique jusqu'au bout, en disant si on meurt plus jeune, il y a moins de pensions de retraite à verser, même si on est cynique jusqu'au bout, il coûte quand même plus cher à notre système que ce qu'il rapporte fiscalement. Mais aujourd'hui, c'est un problème qui revient en trombe, puisque 1/3 de nos lycéens fument. Donc ce n'est pas un problème qui va disparaître avec les nouvelles habitudes de consommation. On est en train de préparer des nouvelles cohortes de personnes qui, dans quelques décennies, mourront de toutes sortes de cancers. En France, ce n'est pas le cas de tous les pays. En France, ce n'est pas vraiment notre sujet, le tabac. Mais enfin si, parce que c'est les indemnisations. On va aller aux États-Unis, c'est les indemnisations. Je dis que ça n'a pas de sens d'avoir la politique du quoi qu'il en coûte pour sauver des vies du Covid et de ne pas utiliser cette stratégie dont je parle dans le bouquin. Mais quelle stratégie? Tu t'interdis le tabac? Non, pas du tout. C'est ce que font les États-Unis. Ils sanctionnent les multinationales du tabac. Ah oui, c'est ça. D'amendes d'aller taper au portefeuille. Et ils se servent de cette manne pour financer des campagnes de prévention en milieu scolaire, parce qu'on sait que les économistes le savent depuis longtemps, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de drogue, donc c'est une histoire de mentalité. 23 milliards, alors allons-y sur ce... Donc c'est ça, c'est 23 milliards. Hein, donc en gros, procès du tabac, tu racontes... Le seul vrai grand procès du tabac, en fait, hein, parce qu'on en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup d'effets de manche autour du procès du tabac aux États-unis. Ça continue chaque année, les multinationales sont sanctionnées. Mais la vraie grosse condamnation, et à la fin, les gars qui doivent vraiment payer après épuisement de tous les recours, finalement, il n'y en a pas tant que ça, et donc c'est 28 000 plaignants. 1 million de dollars par plaignant, hein, c'est ça le résultat, donc 28 milliards, et puis il y a eu des... Bon, bref, tu arrives entre 23 et 28 milliards de dollars, contre, j'ai oublié la compagnie de... C'était Reynolds Tobacco, le deuxième plus grand cigarettier du monde. Mais même Philip Morris a déjà été condamné à verser beaucoup d'argent, et encore une fois, l'État américain se sert de ça pour financer des campagnes. La dépense par élève... Oui, mais là, ça va directement aux victimes, là, ça va directement aux malades, ça va directement... Il y a le dédommagement. Oui, alors le dédommagement se découpe de plusieurs manières. Ouais, c'est ça. Mais l'État prend une partie quand même et finance cette campagne-là, qui a des effets incroyables. Aux États-Unis, il y a moins de 5% des lycéens qui fument. En France, c'est plus d'un tiers. C'est donc spectaculaire. Des centaines de millions de morts à l'arrivée. Après,
épargner. Bon, ouais, vous verrez, vous aurez votre point de vue si vous lisez le bouquin, mais tu es très catégorique sur le fait que... la culpabilité, mais de toute façon c'est tout le sujet des procès d'ailleurs autour du tabac qui sont très intéressants. La culpabilité de l'industrie du tabac sur un geste qui reste un geste volontaire, fumer ou pas fumer, c'est un sacré débat. Voilà. Mais c'est un sacré débat. Mais alors, attends, juste pour terminer. Tu es catégorique là-dessus. Non, mais juste pour terminer là-dessus, l'industrie du tabac a tout à fait les moyens de commercialiser des cigarettes moins nocives. Mais c'est parce qu'ils cherchent des phénomènes d'addiction qui mettent des produits très nocifs. Les fumeurs pourraient bénéficier de cigarettes moins nocives. C'est l'industrie du tabac qui s'y refuse. Alors, il faut quand même, parce qu'à la fin, on ne va pas parler de celui dont j'ai prononcé le nom en premier. Il n'y a pas que l'industrie du tabac. Si on prend le scandale des moteurs truqués de Volkswagen, Volkswagen a déjà versé plus de l'amiante aussi. Ouais, et l'amiante. Alors, Volkswagen a déjà versé plus de 25 milliards de dollars aux États-Unis. En France, ne verseront rien du tout, parce que notre code napoléonien, dont on a été très fiers pendant des années, est aujourd'hui sans aucune utilité, parce qu'il nous empêche d'un problème de charge de la preuve. Il nous empêche d'enrayer les phénomènes de pollution, de crise sanitaire, les drames du 21e siècle avec ces multinationales qui empoisonnent certains consommateurs. Non, mais alors rentre dans le détail là-dessus. Ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce qui manque à notre système judiciaire? Oui, c'est la charge de la preuve du code napoléonien. C'est que si tu as fumé toute ta vie et que tu as un cancer de la plèvre, du poumon, etc., les avocats du cigarettier pourront toujours t'objecter qu'on ne peut pas prouver que ton cancer, en ce qui te concerne, provient du tabac. Ouais, c'est ça. Peut-être que tu as de l'amiante chez toi, peut-être que tu as été exposé à du diesel toute ta vie, etc. Et on ne sait pas scientifiquement prouver au cas par cas. On sait statistiquement le faire. On peut dire qu'un groupe de fumeurs va contracter beaucoup plus de cancers des voies respiratoires qu'un groupe de non-fumeurs, mais on ne peut pas prouver au cas par cas. Alors, une approche qui avait été intéressante, c'était les caisses d'assurance primaire maladie qui voulaient faire valoir cet effet statistique en disant elles assignent en justice les grands cigarettiers. Et la Cour de cassation a refusé cela en disant que la sécurité sociale ne pouvait pas représenter ses assurés en justice. Donc en France, il y a une impasse sur cette question. Ces grandes multinationales, c'est le cas de Lactalis dans l'affaire du lait contaminé au salmonelle, c'est le cas de Bayer-Monsanto dans l'affaire du glyphosate. Toutes ces grandes entreprises payent des milliards de dollars, pas Lactalis parce qu'il n'était pas aux États-Unis, mais outre-Atlantique, ils payent rubis sur l'ongle. En France, rien. C'est intéressant, on va voir ce qui va se passer avec Buitoni, par exemple, et avec le dernier scandale alimentaire en date, sauf effectivement dans le cadre de l'amiante, parce que là, tu as un cancer spécifique qui appartient à l'amiante, et donc là, tu as cette fameuse charge de la preuve, mais c'est effectivement très très rare. Ça fait des décennies que le procès traîne. Aux États-unis, c'est pas fini là encore là. C'est pas fini. Le dernier avocat qui avait cela en charge, c'est notre actuel ministre de la Justice, c'est Dupond-Moretti, qui disait que dans cette affaire, la justice dort du sommet de l'injuste depuis plus de 20 ans. Non, mais donc cette affaire, elle continue à perdurer. Il y a eu des dédommagements ici et là, mais au rabais, à la française. Tu parles de Buitoni. Les victimes de Buitoni seront très peu dédommagées en France. Aux États-Unis, elles percevraient des millions de dollars, c'est sans doute excessif. Mais en France, l'excès est dans l'autre sens. Les victimes, il ne faut pas qu'elles se fassent d'illusions. Bon, d'abord, elles ne sont pas là pour gagner de l'argent, mais ce que je veux dire, elles seront tout juste dédommagées des frais d'obsèques. Alors attends, ça tourne très vite. Parce que le dernier, donc c'est une série de tabous évidemment. Le dernier de ces tabous, c'est est-il juste que la veuve du pompier reçoive moins que celle du banquier ? Ça, c'est tout le sujet donc, de notre ami Kenneth Feinberg, qui est en fait l'avocat en charge d'indemniser les victimes du 11 septembre. Oui, tout à fait, oui. En fait, au lendemain du 11 septembre, le gouvernement américain est très frileux parce que le pays risque d'être envahi, inondé par une vague de procès. Dans toutes les firmes qui ont de près ou de loin un lien avec le 11 septembre, ceux qui ont construit les tours, la mairie de New York qui n'a pas envoyé les bons pompiers ou les bons équipements, etc. Donc, pour enrayer tout ça, ils le font à l'américaine. Ils disent, on va faire une négociation, on va ouvrir une grosse enveloppe qu'on va offrir aux victimes, en l'échange de quoi elles renoncent à tout procès. Contre leur employeur, contre la mairie, contre ceci, cela, contre le gouvernement qui n'aurait pas su détecter tout cela à l'avance, etc. Et donc, ils ont tellement peur qu'ils donnent une enveloppe illimitée à un homme qui est Feinberg en lui disant, voilà, vous ferez du cas par cas. Et ce sera à vous, au cas par cas, on va vous donner une équipe pour vous aider, mais ce sera vous qui déciderez au cas par cas. C'est un avocat très célèbre, d'ailleurs. C'est un avocat très célèbre. Oui, il est déjà très célèbre. Il est déjà très célèbre. Mais il est toutefois pris de vertige. Il accepte de mettre sa carrière entre parenthèses, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. C'est pas avec ça qu'il va gagner sa vie, quoi. Oui, tout à fait. Alors, il a une aventure incroyable parce qu'il doit faire le tour de toutes les grandes villes des États-Unis pour expliquer la situation. Voilà.
Et donc, il se fait parfois accueillir par des insultes en disant « vous voulez acheter notre silence et aucun montant, aussi élevé que soit-il, ne nous donnera compensation ». Et puis, dans d'autres villes, il se fait accueillir dans des réunions de prière où ils se tiennent les mains dans la main et ils prient ensemble. Donc, les ambiances sont tout à fait différentes. Il fait même un voyage en Europe, parce qu'il y a aussi des victimes européennes dans l'écroulement des tours. Et les Européens n'y croient pas. Quand il va à Londres expliquer la situation, les Anglais, il dit que vous êtes en train de nous dire que vous allez nous donner des millions de dollars de compensation. C'est pas possible. C'est impossible. Il dit, si. Et apparemment, il y a même 2 familles françaises qui ont été concernées. Bon, heureusement, elles sont anonymes parce que ça ne nous regarde pas. Mais voilà, donc lui, la question, c'est il est pétri par un sentiment de justice en se disant il n'est pas normal que le trader de Wall Street soit indemnisé 100 fois plus que la femme de ménage qui n'est même pas anglophone, qui est une immigrée, etc., qui sont tous les deux morts sur leur lieu de travail. Donc il fait tout ce qu'il peut. Sauf qu'il y en a un qui avait des perspectives de gain bien plus considérables que l'autre. Bien sûr. D'où cette différence d'indemnisation. Donc ce qu'il fait, il trouve une astuce dans le droit américain, c'est qu'il défalque des montants alloués, tout ce que les gens perçoivent déjà de leur employeur, etc. Et le trader est déjà perçoit une prime, enfin perçoit une assurance, son employeur, la banque, indemnise déjà lourdement. Il déduit tout ça pour essayer de réduire les écarts, ce qui fait que personne ne sort avec moins de 250 000 dollars d'indemnité et qu'en moyenne l'indemnité c'est 1 million de dollars. Voilà, c'est ça. Et tu dis 500 000 dollars à la famille d'un serveur de café et 2 millions de dollars à celle du trader. Voilà. Et c'est vrai qu'il a réussi. À la française. Alors la famille du trader n'est pas content. Enfin, des traders, souvent il y en a beaucoup qui râlent, mais il explique que voilà. Et c'est intéressant parce que même le Parti républicain, il y a des sénateurs du Parti républicain qui disent que toutes les vies se valent. C'est étonnant du point de vue du Parti républicain, mais qui disent que finalement, il est hors de question qu'un banquier reçoive plus qu'une femme de ménage. En France, juste pour faire un parallèle un peu cynique, les attentats de Nice, si vous perdez votre conjoint, c'est 37 000 euros d'indemnisation. C'est quelque chose de symbolique. Et tiens, on finira là-dessus, je l'ai appris, il y a un fonds d'indemnisation. Alors tu parles évidemment de toutes les victimes du terrorisme, mais aussi des accidents de la route. Et là, le fonds d'indemnisation des accidentés de la route ne donne pas ces chiffres. On n'a aucun chiffre. Aucun chiffre. C'est totalement obscur. On ne sait pas si des calculs sont faits, on ne sait pas comment ils sont faits et ils ne publient aucun barème. Donc manque de transparence sur des décisions quand même qui doivent être démocratiques parce que les Français aiment à se faire croire que la vie n'a pas de prix, or c'est faux. Et le calcul de ce prix de la vie nous permettrait de sauver beaucoup plus de vies. Sans même dépenser plus, c'est véritablement le message central c'est le message du livre. Tout à fait. Merci Jérôme. Jérôme Mathis, donc combien vaut une vie ? Pas de podcast, oui, parce qu'il faut que je vous prévienne maintenant, et je vous en remercie d'ailleurs, donc pas de podcast ni demain ni mercredi, et on se retrouve jeudi. Demain, on vous redonne une émission passionnante qu'on avait fait, tiens, tu parlais de Volkswagen, sur l'automobile et sur les dernières évolutions de l'industrie automobile. Bonne soirée sur Bismart.